est le 6e homme à avoir marché sur la Lune, fit des recherches approfondies sur les prétendus crashs d'OVNI ainsi que sur le problème des contacts extraterrestres. Il a rencontré Lazar en 1991. Je tends à croire que son histoire est authentique à la base, qu'il a vu ce qu'il pensa être un engin extraterrestre et assista à des tentatives de fabrication et de reproduction de celui-ci. Je pense en revanche que son explication de ce qui se passe et la théorie qu'il met en valeur sont erronées. Ce qui, à mon avis, est crédible, c'est le fait qu'il se trouvait là-bas. De même qu'il est vraisemblable que depuis l'incident de Roswell en 1947, il y ait eu une dissimulation, qu'il se soit agi d'un véritable incident, qu'un programme d'enquête intensif, qu'un programme technique et une dissimulation soient associés à tout cela depuis cette époque. Après avoir travaillé à S4 durant plusieurs mois, et en claire violation de ses obligations top secrètes, Bob Lazar décide de parler à son meilleur ami Gene Huff de son travail à la base. Ma réaction fut, sans le presser contre sa volonté, de lui demander qu'il m'en dise le plus possible. Ce n'était pas de l'incrédulité, je voulais vraiment avoir plus d'éléments. Je me suis mis à m'intéresser aux livres sur les ovnis, à considérer les informations d'autres chercheurs pour savoir si quelqu'un d'autre savait quelque chose. Et inutile de le préciser, aucun d'eux ne savait ce que savait Bob. Un mois plus tard, en mars 1989, Bob Lazar va plus loin et décide d'emmener ses amis dans le désert pour les faire assister à un test de soucoupe volante. Je me souvenais de la plupart des jours et des heures durant lesquels se produisaient les essais. Je crois me souvenir que c'était un mercredi soir, vers 8 ou 9 heures, en mars 89, il me semble, que nous sommes partis, Gene Huff, mon ex-femme, John Lear et moi. Peu après les horaires de vol habituels, une lumière blanche apparut au-dessus du sol. Demeurant sur place, puis se mit à effectuer une série de manœuvres bien distinctes, passant d'une partie du ciel à l'autre, réalisant d'impossibles manœuvres aériennes. Et à un moment, l'engin s'est mis à luire de manière incroyablement forte. Et nous avons cru, nous qui nous tenions à des kilomètres et des kilomètres de là, que quelque chose allait mal et que l'appareil allait exploser, à tel point que nous sommes tous allés nous réfugier derrière la voiture. Il s'est vraiment rapproché de nous. Il est descendu de la chaîne montagneuse, s'est dirigé vers nous et nous pûmes voir qu'il était en forme d'ellipse. Il ressemblait à quelque chose qui... C'est étrange à dire, ça ressemblait à une explosion qui commence à se produire et qui s'arrête, et se dissipe. La lumière est tellement vive que votre cerveau l'interprète comme une explosion sur le point de se produire. Lors de sa 3e visite nocturne pour observer les soucoupes volantes en compagnie de ses amis, Bob Lazar fut arrêté. Il fut emmené à un endroit inconnu pour y être interrogé et il ne retourna jamais à la zone 51. Ils menacèrent ma femme. Ils menacèrent de tuer ma femme. Ils dirent que rien ne les arrêterait. Ils dirent qu'ils pensaient avoir été très clairs. Ils ne pouvaient croire que j'avais emmené des gens avec moi pour leur montrer un vol d'essai, et moins encore que je leur avais confié des informations relatives à ces mêmes vols. Et ils voulaient savoir ce que j'avais dit d'autre et à qui je l'avais dit. Des agents de sécurité de l'AFI, le Bureau d'enquête fédérale, furent aperçus en train d'effectuer des contrôles de sécurité inopinés dans sa maison. Il n'y a aucun doute pour les proches de Bob qu'il avait été placé sur écoute téléphonique. Je veux dire que des choses étranges se produisaient sur la ligne de Bob et qu'elles continuent encore aujourd'hui. Denis Mariani, qui était mon directeur, me passa un coup de fil. Et tout ce qu'il m'a dit, ce fut « As-tu une quelconque idée de ce qu'on va te faire maintenant ?» Ils étaient furieux. Vraiment furieux. Ils avaient perdu tout self-control. Lorsque vous allez travailler dans ces endroits, vous perdez tous vos droits constitutionnels. Vous signez un document disant que si vous violez votre contrat de sécurité et parlez des projets sur lesquels vous travaillez, alors sans aucun procès, sans aucune possibilité de faire appel, vous allez vous retrouver pour 20 ans dans un pénitencier fédéral. On fait vraiment tout pour que vous gardiez le silence. Nous avons eu un ingénieur qui a travaillé pour cette chaîne de télévision et qui, avant d'être ici, avait travaillé à la zone 51 et avait vu l'un de ces engins sous une bâche, s'aventurant dans un endroit où il n'aurait sans doute pas dû être. Je me suis arrangé pour l'interviewer
Il vit dans une autre ville, d'un autre État. Il accepta à contre-cœur du moment que sa tête ne soit pas visible. L'entretien était censé se dérouler le jour suivant. Ce jour-là, il s'est levé et parti travailler. 2 hommes l'attendaient dehors dans une voiture, parlant sur une radio. Ils l'ont suivi jusqu'à son travail. Et lorsqu'il en est sorti, ils l'ont suivi jusqu'à chez lui sans lui poser la moindre question. Et ce scénario s'est reproduit jour après jour. Ça m'a été très difficile d'en parler. Il me semble qu'à chaque fois que je raconte l'histoire, ça va un peu mieux. Mais la première fois que j'en ai parlé, c'était comme si ma bouche ne voulait pas former les mots, comme si les sons ne voulaient pas sortir de ma gorge. Tout ce que je peux déduire de ça, c'est qu'on m'a fait un lavage de cerveau pour ne pas en parler, pour ne pas m'en souvenir. Et si je m'en souvenais, pour ne jamais en parler à personne. Cet homme est un ingénieur mécanicien de 71 ans qui, comme Bob Lazar, affirme avoir travaillé à la zone 51. Il commence à travailler dans les années 50 sur un simulateur de soucoupe volante conçu pour l'entraînement des pilotes américains. Il affirme avoir reçu la permission de nous parler de certains aspects de son travail, mais nous a demandé de ne pas révéler son identité. Nous avons récupéré une soucoupe extraterrestre. Celle en particulier sur laquelle je devais travailler provenait du crash de Kingman et fut par la suite transférée au terrain d'essai du Nevada, dont je n'avais pas connaissance à l'époque. A-t-on retrouvé des cadavres d'extraterrestres? Pas des cadavres. 4 extraterrestres, vivants et en bonne santé. 4 extraterrestres bien vivants. 4 spécimens d'extraterrestres, vivants et en bonne santé. Absolument. Et où furent emmenés ces 4 extraterrestres? Au départ, ils furent transférés au Nouveau-Mexique et quelques mois plus tard, emmenés au site du Nevada. L'une des choses sur lesquelles je travaillais était un simulateur de soucoupe volante, destiné à entraîner des pilotes à manœuvrer cet appareil d'apparence étrange. Il devait faire voler des hommes et pas des extraterrestres. Le plus incroyable, c'est qu'il affirme avoir travaillé à la zone 51 sur ce projet de simulateur en compagnie d'un extraterrestre, dont le nom de code était Jarod, et ce, pendant 16 ans. Jarod est un extraterrestre gris d'environ 1,50 m. Sa seule fonction est celle de traducteur scientifique. C'est tout. Si nous voulions remplacer quelque chose à eux par quelque chose à nous, ils devaient être d'accord. Si j'avais une question, voyez-vous, et que je me demandais comment la lui poser, il savait déjà que je l'avais en tête et possédait déjà la réponse. Et lorsqu'il répondait, c'était avec ma propre voix, sans que j'aie même à ouvrir les lèvres. Il est possible que lui et quelques milliers d'autres travaillent sur le projet, ici ou ailleurs. Quelques milliers d'autres gris. Quelques milliers d'autres gris, semblables à lui. La ville la plus proche de la zone 51 est Rachel, où n'habitent que 150 personnes et où se trouve le bar-grill le plus célèbre du Nevada, le Little Hell Inn. Les habitants ont vu leur halte pour routier devenir le centre ovni et extraterrestre de toute l'Amérique. Les touristes se précipitent à Rachel pour scruter les cieux dans l'espoir de voir une apparition. Malgré tout le tapage, les apparitions d'étranges lumières dans le ciel se poursuivent. Chuck Clark, qui habite ici, a observé de nombreux phénomènes inexplicables. L'observation la plus remarquable que j'ai faite au cours des 3 dernières années s'est produite il y a 2 ans, en février 93. J'ai vu un objet brillant monter à la verticale depuis le côté sud de la zone 51, là où se trouverait le S4, et demeurer suspendu dans le ciel, immobile, durant une dizaine de minutes, puis se mettre à redescendre lentement. Tout cela s'est passé alors que je pensais voir une fusée éclairante tirée par un mortier. Je peux entendre des jets en bruit de fond. Je vais faire un petit zoom arrière. Ça se trouve juste au-dessus du ranch de Steve Medlin, juste ici, sur la route 375. C'est juste au-dessus des cimes. Puis il descendit vers la ligne des crêtes. Il se trouvait face à la colline d'où il avait surgi.
Cette colline était environ à 20 km de l'endroit où je me trouvais. L'OVNI s'approcha à quelques mètres du sol, à la base de la colline, stationna momentanément, ce qui pourrait coller avec le comportement d'une fusée éclairante partant calme. Mais soudain, il s'est mis à partir en flèche vers l'ouest, franchit plusieurs kilomètres en 1 seconde, ou 1 seconde et demie, puis s'arrêta net à environ 9 mètres du sol. Stationna juste assez longtemps pour me permettre de régler